Je m'appelle Coşkun Aral. Je suis né le 1er mai de 1956 à Siirt et on était émigré à Istanbul les années 70. J'ai voulu être toujours médecin et journaliste reporter. Je voulais être médecin, mais pour faire l'école de médecine, c'est difficile. Et quand tu fasses des examens, les points qu'ils te prennent, c'est très très haut. Et j'étais un élève très paresseux. Et je suis entré uniquement en école économie et pour ne pas aller au service militaire très tôt, pour empêcher un peu le temps et pour continuer un peu le journalisme. Quand j'étais petit, j'avais toujours des questions dans la tête. Et pourquoi il y a beaucoup de conflits entre les militaires et les gens civils dans la région. Pour ça, je voulais toujours journaliste aussi qui a des matériels pour montrer aux autres. Ça, c'était les photos. La première photo que j'ai faite, c'était avec un appareil qui était mon cousin qui m'avait donné comme cadeau. C'était la rivière de Tigres, qu'il y avait une cité antique juste à côté, il s'appelait Hasankeyf. Et là-bas, j'ai photographié les gens qui vivaient dans les caves. C'est la première photo que j'ai faite. À cette époque-là, j'avais, je sais pas, 10 ans ou 12 ans. Et je commençais d'être journaliste dans un petit journal de la région d'abord, qui s'appelait Mücadele, qui était imprimé en Siirt. Et en 1972, j'ai fait des photos d'un article sur l'ouverture du pont de Bosphore à Istanbul. Après, petit à petit, j'ai commencé le journalisme dans les petits journaux de la Turquie. Après, je commençais à travailler sur les événements politiques entre les gauchistes et les gens conservatifs. Et là-bas, j'ai commencé à entrer dans les petites guerres civiles qui ressemblaient à une guerre civile parce qu'il y avait 20 morts à peu près chaque jour à Istanbul, dans les autres villes. On disait toujours la guerre des communistes et puis des fascistes, mais il y avait toujours plusieurs organisations qui étaient liées à l'étranger. Entre deux idéologies, il y avait la guerre, mais c'est toujours les jeunes qui étaient victimes. Et à cette époque-là, j'ai commencé à faire des photos pour les journaux. D'abord les journaux libéraux, après les journaux politiques. J'ai fait plein de photos, mais la manifestation de 1er mai qui était faite en 1977 à Istanbul, ils ont fait une provocation juste à la fin de la fête. Il y avait 34 morts. Et j'ai photographié ça.
J'ai vendu d'abord toutes les agences du monde, comme Associated Press, Reuters. Aussi, l'agence qui est devenue mon agence après, SIPA Press, qui est basée à Paris. Et je suis devenu le photographe de SIPA Press en Turquie avec les photos. Mes premières guerres, comme guerre, c'était au Liban, 1981, à Zahle, entre Hizb al-Qawm al-Souri et El Khoubeya, Khoubeya, Lebanon. Et j'ai fait des photos avec les miliciens de parti pro-syrienne. À 82, quand l'invasion d'Israël a commencé, je suis venu au Liban. Là-bas, j'ai vécu à peu près 3 mois dans plein de pièges siégés par l'armée israélienne et à Beyrouth, dans des conditions très difficiles. C'était juste mi-juin. Je suis tombé dans le bombardement, dans plein de Hamra. Il y avait des victimes civiles, mais ça, c'est un siège de Beyrouth, occupation de tout le pays, et faire un massacre. L'armée israélienne, ils ont avancé vers Ouzaï, côté de la mer. Et là-bas, j'ai marché avec un copain, un collègue. Lui, il m'a laissé tomber. J'ai avancé. C'est le matin très tôt. Je suis allé vers le plage. Là-bas, il y avait des Palestiniens de Saïka. J'ai dit bonjour, bonjour. Ils étaient en train de boire du thé et manger de sandwich. Et ils m'ont donné de thé, sandwich. Tout à coup, une explosion. Il n'y avait que des poussières. La poussière est partie. J'ai vu le mec qui m'avait donné sandwich était 2 morceaux. Et l'autre côté, le Palestinien que j'ai photographié est en plein sang. Et j'avais un appareil, je commençais à photographier. Mais mon sac était perdu. Je ne l'ai pas parce que le choc. Et après certaines minutes, ils m'ont dit, c'est à cause de toi, parce que tu es espionne, tu avais envoyé un message aux Israéliens. Ils ont commencé à me tirer. Et j'ai commencé à courir vers le plage. J'ai trouvé une cabine déserte, vide. J'ai pleuré pendant 5-6 heures peut-être, toute seule. Mais après, certains jours, il y avait, après, avec plusieurs événements, ça devient normal pour toi. Les réactions d'humains, ça change. Derrière le viseur, je dois laisser les preuves des événements que j'ai vécus. Pour les témoignages, il faut un appareil, il faut la photo. Mais quand je suis venu au Liban, j'ai vu les guerres, c'est comme un jouet. Parce qu'il rirait, il avait des cigarettes dans la bouche. Quand tu vois les guerres entre eux, tu crois que c'est pas sérieux aussi. Parce que le Liban, c'est comme mon université de la guerre. Moi, première semaine,
j'avais pas assez d'argent. J'étais avec les amis palestiniens dans les immeubles avec un sac couchage. Quand j'ai eu la couverture de Time Magazine, j'ai traversé Hôtel Commodore. Parce que Time, il a commencé à payer mes frais. Une fois, un avion américain qui s'appelle TWA, il était détourné à Beyrouth. Les gens qui étaient dans l'avion étaient otages. Pendant 15 jours, j'étais le terrasse de l'aéroport de Beyrouth. L'un des pirates est venu pour me voir, parce que je l'y connaissais de la guerre de Moukhayemet au sud du Liban. Et parce que je l'ai photographié sur les ailes de l'avion. C'était pendant la guerre de Caen, un combattant de Hamal, il tire sur les Palestiniens qui vivent à Bourges-Barajneh. Et en tirant, si vous regardez bien son visage, il a de plaisir. Et tue qui, vous savez, c'est les Palestiniens. Juste 1 ou 2 ans avant, ils étaient ensemble contre Israël. Ça, c'est le plus grand bâtiment de guerre de navires américains, New Jersey, est venu. Ils ont lancé des bombes. Et chaque bombe, c'était 1 tonne 300 kilos. Et chaque fois qu'ils tiraient le New Jersey, à Chutura, il faisait un tremblement de terre. Cette guerre, c'était incroyable. Les victimes sont civiles. Regardez, il y a un vieux monsieur qui vient de marcher. Il a fait son achat. Et derrière, il y a eu un milicien qui avait piqué un vélo d'un petit garçon. Et dans le même cadre, on voit. Parce que les miliciens aussi sont humains, mais ils n'ont pas vécu leur enfance. Cette guerre avait créé vraiment des machines de guerre qui ont perdu leur humanité aussi. Aussi, on me pose des questions. Tu vas faire des photos ou tu vas sauver quelqu'un? Je ne savais rien. Parce que le moment que j'ai aidé à cette camarade pour faire tirer dehors le blessé de la voiture, moi j'ai oublié tout. Je ne sais rien. Il y avait des femmes dans la voiture. Elles sont sorties. Tout à coup, il y avait un monsieur qui était tombé sur le volant. Moi aussi, l'autre personne. On a essayé de faire sortir le blessé dehors de la voiture, en plein tir. Et moi aussi, en même temps, j'ai fait des photos. La guerre du Liban, pour moi, c'était très important, surtout à Beyrouth. Et là-bas, j'ai vu plein de choses qui existaient dans la guerre. Quand j'ai retourné de Beyrouth, j'ai un copain, il s'appelle Reza. Reza, il m'a proposé, si tu veux, on peut faire l'Afghanistan ensemble. On avait décidé, on est allé au Pakistan pour à peu près 1 mois plus pour organiser. Et puis après, Reza, il est tombé malade. C'est moi que je suis allé au commandant Massoud. Pour moi,
C'est un voyage qui a duré à peu près 4-5 mois, mais sans arrêt de 3 mois. Tu marches. Physiquement, j'étais nul, finish. Mes muscles étaient complètement finis parce que tu marches à peu près 30 km chaque jour sans rien manger. Aussi, tu marches dans la neige, 4000 mètres, 5000 mètres. Au Panjshir, c'est un vallée qui était siégé par les Russes, mais il y avait un commandant qui est devenu fameux commandant du monde, il s'appelle Massoud. Et le jour que je suis arrivé au Panjshir, j'étais au coma. Parce que quand les Moudjahidines qui m'accompagnent, ils voient que je suis pas bien, on me propose déguise bien, comme les Afghans, et monte sur un camion qui va traverser les checkpoints russes. Et le chauffeur de camion, il prend un autre patika, et il y a une mine antipersonnelle qui explose. Moi, je suis derrière le camion, je vole et je suis tombé sur l'échelle de derrière des camions qui entre dans ma bouche. Je suis 3 jours au coma. Et les Moudjahidines, ils me portent sur le dos, ils l'amènent chez Massoud. Et j'ouvre mes yeux chez Massoud. J'étais le premier Européen qui a fait une interview avec lui. Mais le problème, j'avais pas beaucoup de films. Parce que la plupart de mes films, pendant la traversée, quand j'ai traversé la rivière, étaient finis. Il me restait 2-3 rouleaux. Tout le reportage de ce voyage était dans 100 photos peut-être. J'ai eu beaucoup d'expériences, soit au Moyen-Orient, soit au Nord-Afrique. Quand j'ai entendu qu'en Afrique, et dans un pays qui s'appelle Rwanda, il y a un génocide. C'était 1994. Juste 2 mois, on avait vécu un génocide qui a fait à peu près 1 million de personnes, la disparition de 1 million de personnes. Et moi, j'ai fait ce bouquin pour raconter ce génocide et ce massacre. Et quand on était entré à Rwanda, près de Kigali, il y avait milliers de cadavres. Les cadavres qui étaient dehors, au-dessous du soleil, étaient devenus comme squelettes parce qu'ils étaient séchés. Et il y avait des machettes partout. Après, la guerre est devenue comme un massacre, un génocide. Parce que 2 peuples, c'est le même peuple, mais divisé en 2. Un, il s'appelle Hutu, l'autre s'appelle Tutsi. Depuis la colonisation, chacun était contrôlé un pays, comme la France, comme la Belgique. Il n'y avait aucune différence entre 2 peuples, mais il y a la haine qui était poussée sur les peuples. Et après, on a dit, ça y est, ces gens-là, ils doivent mourir. J'ai vu un mort complètement coupé. Dans sa main, il y avait la tête de Jésus-Christ. Ça me donne, je sais pas, ça me fait des cauchemars la nuit quand je dors. Parce que l'homme, ils ne peuvent pas faire ça, je dis, mais il a déjà fait. Et il continue à faire. Ici, par exemple, je vois des images.
Aussi encore, parce qu'il y avait un monastère qui était pour la protection des gens, parce que soit les assassins, soit les victimes, ils sont des chrétiennes. Il n'y a pas une différence entre ni de religion, ni de confession. Mais dans le monastère, dans l'église, ils ont haché les gens, tué les enfants, les femmes. Et quand vous regardez qu'ils étaient des assassins, c'est encore les enfants. Parce que les metteurs en scène, ils ont utilisé les femmes et les enfants pour massacrer leur peuple. Devant l'église, il y a un gosse qui vient de l'école, je crois, avec son cahier de travail, en plus avec la carte de l'Afrique. Dehors de l'église, il y avait des morts, mais l'intérieur de l'église, c'était quelque chose d'autre. Il y avait centaines du peuple qui était massacré, mais je ne pouvais pas montrer, parce que je ne pouvais pas rester dedans, parce que le corps humain était fermenté. Imaginez des mouches sur les cadavres, et le cadavre est devenu comme une fermentation. Et on ne peut pas imaginer. Dans le film d'horreur aussi, j'ai jamais vu ça. C'est une guerre qui était décidée déjà, qui était programmée entre deux peuples. C'est le même peuple, mais qui était divisé en deux. Qui sont des coupables? On sait bien, mais on ne fait rien. Comme un journaliste, et bien sûr, dès qu'on visite le pays, on passe directement dans le marché. C'est là-bas qu'on tient l'attention du peuple. Et c'est là-bas qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire, où on va rester, où on reste combien de temps. Mais en ce moment, en Turquie, je ne fais pas beaucoup de photos, mais quand même pour tenir l'attention de mon pays, je visite souvent les marchés. C'est très important pour moi. J'ai beaucoup d'amis, je viens ici, je fais des petits goûts. Bien sûr que quand je commence à parler avec eux, ils me racontent qu'est-ce qui se passe, s'ils n'ont pas beaucoup de clients, si l'économie va mal, eux ils me donnent. Mais moi, j'arrête pas de donner morale. Je continue toujours.